Bonjour tout le monde, ici Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. Bienvenue à cette 129e émission avec Kristen Bell et Christian Ball. Une rencontre inattendue. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de l'émission 129 avec une dualité lumineuse, une présence double née d'un malentendu sonore devenu synchronicité vibratoire. L'animatrice Lynn Nadeau me parlait de Kristen Bell et moi, dans le souffle de l'audition, j'ai entendu Christian Ball. Deux noms qui résonnent presque pareil, mais deux univers bien distincts, deux acteurs, deux fréquences, deux chemins initiatiques et artistiques différents, mais similaires. Et pourtant, ce glissement phonétique a été le fruit d'une création, d'une rencontre inattendue, une émission tissée d'échos où le féminin et le masculin se croisent, où les voix s'entrelacent et où les présences se répondent. Ce glissement phonétique a créé une rencontre inattendue, une émission tissée d'échos où le féminin croise le masculin, où les voix s'entrelacent et où les présences se répondent. Kristen Bell, lumineuse, drôle, engagée, connue pour ses rôles dans The Good Place, Véronica Mars et tant d'autres, porte une fréquence de clarté, de compassion, de résilience douce. Christian Ball, discret, vibrant, intense, porte une présence plus rare, mais tout aussi authentique. C'est un acteur qui mérite d'être vu, entendu et honoré. Acteur intense et caméléon, il est notamment connu pour ses rôles marquants dans Batman, où il incarne Bruce Wayne avec profondeur, et dans Ford versus Ferrari, où il donne vie à un pilote visionnaire, Ken Miles, avec une intensité bouleversante. Et aujourd'hui, grâce à ce petit malentendu, nous les réunissons dans une émission miroir, une exploration vibratoire de deux âmes artistiques, deux chemins qui, pour un instant, se croisent dans notre sanctuaire radiophonique. Chers auditeurs, merci d'être là. Merci d'être vous. Votre présence est une bénédiction, une fréquence qui soutient cette émission et lui donne tout son sens. Nous vous sentons, nous vous honorons et nous vous accueillons dans cet nouvel espace vibratoire. Commençons par les retours. Cette semaine, nous poursuivons le concept de la table ronde céleste, un espace sacré où les âmes de grandes figures historiques se réunissent, non pas pour débattre, mais pour témoigner, éclairer et guider. Alors, les invités que nous recevons aujourd'hui, ce sont des âmes que nous avons déjà reçues dans les émissions antérieures. Et nous recevons Albert Einstein, porteur de la conscience quantique et du regard sur l'unité universelle. J'ai convoqué le roi George IV, le père d'Élisabeth II, gardien du savoir et de la dignité en temps de guerre. Nelson Mandela, venu en binôme avec Mère Teresa pour incarner la réconciliation et la compassion. John Fitzgerald Kennedy, messager du courage politique et de la vision collective. Puis surtout, au niveau des présidents américains, on a juste fait deux à date. C'est Barack puis lui. Fait que j'alterne. Parce que je veux une voix américaine dans le sujet qui nous est proposé. Alors, bon, j'ai pris aussi Napoléon Bonaparte, une âme stratégique, venu aujourd'hui dans une posture de recul et de transmission. Mais le sujet est délicat. Nous allons aborder les situations actuelles concernant la Russie et l'Ukraine, mais nous le ferons à travers le regard des âmes, leur perception vibratoire, leur lecture multidimensionnelle, mais surtout leur proposition de solutions véritables. Ouais. Car au-delà des conflits visibles, il y a du mouvement invisible, des blessures anciennes, des mémoires collectives et des possibilités de guérison. Oui, il y en a partout de ça. Donc, que nous dirait Einstein sur les champs d'énergie en tension? Que nous soufflerait le roi George sur la posture intérieure face à la guerre? Que nous offriraient Mandela et Teresa comme voie de réconciliation?
Que nous révélerait Kennedy sur les enjeux géopolitiques et les choix de conscience? Et que nous transmettrait Napoléon, lui qui a connu les conquêtes et leurs conséquences? Nous allons les écouter, nous allons les ressentir, les accueillir. Nous allons traduire leur message avec respect, clarté et discernement. Voilà, point final. Merci d'être là pour cette traversée. Merci de soutenir cette émission avec votre cœur, votre écoute, votre lumière et votre grandeur. Donc, Albert Einstein, la paix ne se construit pas avec des armes, mais avec des équations de conscience. Je suis Albert, pas le scientifique que vous avez appris à connaître dans vos manuels, mais l'âme qui a traversé les mondes. L'homme qui a vu les limites de la logique et qui a compris que l'univers ne se résume pas à des formules, mais à des fréquences. Je suis venue à cette table ronde céleste pour parler d'un sujet qui me touche profondément, la guerre, et plus précisément la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ce que vous voyez sur Terre est une collision de mémoire collective. Ce n'est pas seulement une lutte territoriale, ni une guerre d'intérêts. C'est une résonance de blessures anciennes, un choc entre deux champs énergétiques qui n'ont jamais été réconciliés. La Russie porte en elle une mémoire impériale, une vibration de contrôle, de grandeur, de peur de l'effondrement. L'Ukraine, elle, vibre sur une fréquence de libération, de reconquête identitaire, de souffrance non reconnue. Ces deux âmes collectives se cherchent, se repoussent, se blessent, mais au fond, elles sont liées comme deux pôles d'un même aimant. Et c'est là que réside la clé. La paix ne viendra pas par la séparation, mais par une reconnaissance mutuelle. La science ne suffit pas. J'ai longtemps cru que la science pouvait tout expliquer, mais j'ai appris que la conscience précède la matière, que les équations ne sont que des reflets de lois plus vastes et que la paix ne se calcule pas, elle se ressent, elle se cultive, elle se choisit. La situation actuelle est un effet secondaire d'un déséquilibre vibratoire mondial. Les peuples sont fatigués, les cœurs sont fermés, les dirigeants sont coupés de leur propre humanité. Et pourtant, tout peut changer, mais il faut oser penser autrement. La clé de la paix selon l'âme. Je vous propose, non comme scientifique, mais comme serviteur du vivant, de reconnaître les blessures invisibles. Chaque nation porte des cicatrices. Il faut les nommer, les honorer, les écouter, pas pour accuser, mais pour guérir. Créer des espaces de résonance partagés, des lieux où les peuples peuvent se rencontrer sans agenda politique, des cercles de parole, des échanges artistiques, des ponts vibratoires. Rééduquer les consciences, car la paix s'apprend. Elle se transmet comme langue. Il faut enseigner la compassion, la mémoire et la responsabilité. Désactiver les champs de peur, les médias, les discours, les symboles. Tout cela crée des vortex de peur. Il faut transformer en vortex de vérité. Activer les réseaux de lumière. Il existe sur Terre des êtres qui vibrent haut. Ils ne sont pas toujours visibles, mais ils sont là. Il faut les relier, les soutenir, les écouter. La physique du pardon. Le pardon n'est pas un acte moral, c'est une transmutation énergétique. Quand vous pardonnez, vous changez la structure même de votre champ vibratoire. Vous libérez des particules de mémoire. Vous créez l'espace pour autre chose. Entre la Russie et l'Ukraine, il faudra un jour pardonner l'impardonnable, pas pour oublier, mais pour reconstruire.
Et cela ne viendra pas des gouvernements. Cela viendra des mères, des artistes, des jeunes, des poètes, des guérisseurs. Et mon appel aux consciences est le suivant. Je vous appelle, vous qui écoutez cette émission, à devenir des agents de résonance, à ne pas vous laisser happer par les discours de division, à cultiver en vous la paix vibratoire, même si le monde semble s'effondrer. Car chaque cœur pacifié est une équation résolue. Chaque pensée d'amour est une onde réparatrice. Chaque geste de compassion est une formule vivante. Et maintenant, je vous laisse avec des images. Deux violons posés l'un contre l'autre, ils ne jouent pas la même note, mais quand ils vibrent ensemble, ils créent une harmonie nouvelle. La Russie et l'Ukraine sont ces deux violons. Et vous, auditeurs, vous êtes les archets invisibles. J'ai foi en vous, j'ai foi en la conscience, j'ai foi en la lumière. Merci de m'avoir accueilli à cette table. Je vous bénis dans la fréquence du vivant. Albert. Message de l'âme du roi Georges IV. Le courage véritable ne fait pas de bruit. Il se tient droit, même quand le monde vacille. Je suis Georges, pas le roi des cérémonies, ni le monarque des portraits officiels. Je suis l'homme derrière le titre, celui qui a bégayé devant l'histoire, celui qui a appris que la grandeur ne vient pas du pouvoir, mais de la présence intérieure. Je suis venu à cette table ronde céleste pour parler d'un sujet qui me touche profondément, la guerre et plus précisément la situation entre la Russie et l'Ukraine. Ce que vous voyez aujourd'hui est une fracture du tissu humain. Ce n'est pas seulement une lutte de territoire, c'est une crise de mémoire, une absence de reconnaissance, une perte de dignité collective. La Russie agit comme un empire blessé, portant en elle la peur d'être oubliée, la peur d'être dissoute dans le monde moderne. L'Ukraine, elle, cherche à redevenir elle-même, à retrouver sa voix, à se libérer des ombres du passé. Mais dans cette tension, ce sont les peuples qui souffrent, ce sont les mères, les enfants, les anciens, ce sont les silences qui crient. Ce que j'ai appris du pouvoir pendant que j'ai été roi, il y a eu une guerre mondiale. J'ai vu les bombes tomber sur Londres. J'ai entendu les prières dans les abris. J'ai senti la peur dans les couloirs du palais. Et j'ai compris que le pouvoir véritable n'est pas dans les ordres, ni dans les discours, mais dans la posture intérieure. Le monde aujourd'hui manque de retenue sacrée. Les dirigeants parlent trop. Ils réagissent au lieu de réfléchir. Ils cherchent à gagner au lieu de servir. La Russie et l'Ukraine ont besoin de leaders silencieux, de figures de stabilité et de présence qui rassurent sans dominer. Et la clé de la paix, ce que je vous propose, non comme roi, mais comme gardien de dignité, est de restaurer la mémoire noble, que chaque peuple a une histoire sacrée. Il faut la raconter avec respect, sans manipulation. Il faut honorer les ancêtres, même ceux qui ont souffert. Créer des rituels de réconciliation, pas par des conférences politiques, mais par des cérémonies du pardon, des marches silencieuses, des chants partagés. Redonner au peuple leur voix. Trop de décisions prises sans eux. Il faut écouter les villages, les familles, les artistes, les sages. Il faut réhabiliter la dignité dans le langage. Les mots blessent. Il faut parler avec soin, vérité et humilité. Il suffit aussi d'incarner la stabilité
être un pilier même quand tout tremble, offrir un regard calme, une main ouverte et une présence rassurante. Et le courage est discret. Je n'ai pas été un homme flamboyant. J'ai bégayé, j'ai douté, j'ai tremblé. Mais j'ai appris que le courage discret est souvent plus puissant que les grandes démonstrations. Aujourd'hui, je vous invite à cultiver ce courage, celui de ne pas répondre à la haine, celui de tenir la paix dans son cœur, celui de marcher droit, même quand le monde vacille. Et mon appel aux consciences, vous qui écoutez cette émission, à devenir des gardiens de dignité, à ne pas céder à la peur ni à la colère, à incarner la paix silencieuse, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Chaque regard bienveillant est une bénédiction pour la terre. Chaque geste noble est une réparation. Chaque silence habité est une prière vivante. Et maintenant, je vous laisse avec cette image. Un marteau posé sur les épaules d'un enfant qui tremble. Ce manteau ne change pas le monde, mais il protège, il rassure, il honore. Soyez ce manteau, soyez cette présence, soyez cette dignité. Je vous bénis dans la fréquence du calme, dans la noblesse du silence et dans la lumière du service. Message des âmes de Nelson Mandela et de Mère Teresa. La paix ne se décrète pas, elle se construit dans les cœurs, un pardon à la fois. Je suis Nelson et aujourd'hui je ne viens pas seule. Je suis accompagnée de Mère Teresa, car ce message ne peut être porté que dans l'union du courage et de la tendresse. Nous sommes venus à cette table ronde pour parler d'un sujet brûlant, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne parlerons pas de géopolitique, nous parlerons de souffrance humaine, de blessures collectives et de chemins de guérison. Ce que vous voyez aujourd'hui est une fracture du cœur humain. Deux peuples liés par l'histoire, séparés par la peur. Deux mémoires qui s'affrontent. Deux douleurs qui cherchent à être entendues. La Russie agit comme un père blessé qui ne sait plus comment aimer sans contrôler. L'Ukraine se comporte comme un enfant qui veut respirer, mais qui porte encore les chaînes invisibles de l'héritage. Ce n'est pas un conflit entre nations, c'est une crise de reconnaissance, une soif de dignité et un appel à la vérité. Ce que nous avons appris, moi, Nelson, en passant 27 ans en prison, j'ai appris que la liberté ne commence pas dehors, elle commence dedans. Elle naît quand on pardonne l'impardonnable, quand on voit l'autre comme un miroir, quand on choisit la paix même quand on a raison. Moi, Teresa, j'ai vu des milliers de visages souffrants. J'ai appris que la compassion ne demande pas de justification. Elle est un acte pur. Elle est une réponse à la douleur, pas à la logique. Elle est un baume, pas une stratégie. Et les clés de la paix selon nos âmes, ce que nous vous proposons, non comme héros, mais comme serviteurs du vivant, c'est de reconnaître la souffrance sans la juger. Chaque peuple a mal. Il faut écouter sans chercher à corriger. Il faut accueillir sans vouloir convaincre. Créer des espaces de pardon actifs, des lieux où l'on peut dire « je t'ai blessé »,« je suis blessé » et « je veux guérir ». Pas des tribunaux, des cercles, des silences partagés. Redonner aux femmes leur rôle de guérisseuses. Trop de décisions sont prises par des esprits guerriers. Il faut inviter les mères, les sœurs, les gardiennes du lien,
Elles savent comment recoudre les tissus déchirés, célébrer les ressemblances au lieu des différences. L'Ukraine et la Russie partagent des chants, des racines, des rêves. Il faut les faire entendre, il faut les faire vibrer ensemble. Offrir des gestes simples comme un repas partagé, une lettre écrite, une chanson chantée ensemble. Ce sont ces gestes qui guérissent, pas les traités. Puis le pardon comme révolution n'est pas une faiblesse, c'est une révolution intérieure. C'est dire je choisis de ne pas reproduire la douleur. C'est briser le cycle. C'est ouvrir une porte que personne n'ose franchir. Entre l'Ukraine et la Russie, il faudra un jour pardonner sans condition, pas oublier, mais pour libérer, pour respirer, pour recommencer autrement. Nous vous appelons, vous qui écoutez cette émission, à devenir des tisseurs de paix, à ne pas vous laisser happer par le discours de haine, à cultiver en vous la compassion active, même si le monde vous dit que c'est inutile. Car chaque regard doux est une réparation, chaque silence habité est une prière, et chaque main tendue est une révolution. Et maintenant, nous vous laissons avec cette image. Deux enfants qui pleurent dans deux langues différentes, mais dont les larmes ont la même couleur. L'Ukraine et la Russie sont ces enfants, et vous, auditeurs, êtes les bras qui peuvent les entourer. Ne cherchez pas à comprendre, mais cherchez à aimer, cherchez à guérir, à servir, à soutenir. Nous avons foi en vous, nous avons foi en la lumière et nous avons foi en la paix. Merci de nous avoir accueillis à cette table et nous vous bénissons dans la fréquence du pardon, de la tendresse du service et dans la lumière du cœur. Nelson et Teresa. Poursuivons avec l'âme de John F. Kennedy. Le vrai leadership ne consiste pas à diriger les peuples, mais à les éveiller à leur propre grandeur. Je suis John, pas seulement le président que vous avez vu sur les écrans, mais l'homme, l'âme, le rêveur lucide, celui qui a vu le pouvoir de près et qui a compris que le pouvoir sans conscience est une illusion. Je suis venu à cette table ronde pour parler d'un sujet brûlant, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je ne parlerai pas en stratège, je parlerai en gardien de vision, en serviteur du courage, en témoin de l'histoire. Ce que vous voyez aujourd'hui est une crise de conscience mondiale. Ce n'est pas seulement une guerre entre deux nations, c'est un test pour l'humanité entière. Un miroir tendu à chaque peuple, à chaque dirigeant et à chaque citoyen. La Russie agit comme un empire en quête de contrôle, mais aussi comme une nation blessée et portant en elle des mémoires de trahison, de peur et d'effondrement. L'Ukraine, elle, incarne le désir de liberté, la reconquête de l'identité, la résistance vibratoire. Mais ce conflit dépasse les frontières. Il touche à la liberté d'être, à la vérité des peuples, à la capacité de choisir son destin sans domination extérieure. Ce que j'ai appris du pouvoir quand j'ai été président, dans une époque de tension, j'ai vu les peurs nucléaires, j'ai entendu les cris silencieux des peuples, j'ai senti le poids des décisions. J'ai compris que le véritable leadership ne consiste pas à imposer, mais à inspirer, à éveiller les consciences, à rappeler au peuple leur propre pouvoir intérieur. Le monde aujourd'hui manque de vision claire. Les dirigeants réagissent au lieu de créer. Ils défendent des intérêts au lieu de servir des idéaux. La Russie et l'Ukraine ont besoin de voix courageuses,
de figures qui parlent vrai, de présence qui ose dire et si nous faisons autrement. Et les clés de la paix que je vous propose, non comme président, mais comme gardien de vision, de redéfinir le leadership. Être leader, c'est être au service. C'est écouter avant de parler. C'est incarner la paix avant de la prêcher. Créer des alliances de conscience, pas des coalitions militaires, mais des cercles de nations qui vibrent sur la même fréquence, celle de la liberté, de la vérité, de la dignité. Offrir au peuple leur propre voix, trop de décisions sont prises sans eux. Il faut écouter les artistes, les jeunes, les sages, les rêveurs, puis utiliser les médias comme outils de guérison. Des mots façonnent les mondes. Il faut des journalistes de lumière, des reportages de vérité et des récits de réconciliation. Puis, d'incarner le courage lucide, oser dire ce qui dérange, oser tendre la main quand tout le monde se ferme, puis d'oser dire et choisir la paix même, quand elle semble impossible. Puis, c'est la vérité sert de fondation. La paix ne peut exister sans vérité, et la vérité ne peut être filtrée par les intérêts. Il faut oser regarder les blessures, nommer les injustices, reconnaître les erreurs et surtout choisir de faire mieux. Oui. Entre la Russie et l'Ukraine, il faudra un jour dire la vérité sans haine. Il faudra rencontrer l'histoire autrement. Il faudra écrire une nouvelle page, non pas pour effacer, mais pour transcender. Et je vous appelle à devenir des leaders de lumière, à ne pas attendre les gouvernements, à incarner vous-même la paix, la vérité et le courage. Car chaque mot juste est une révolution. Chaque regard lucide est une réparation et chaque geste noble est une reconnaissance. Et maintenant, je vous laisse avec cette image d'une lanterne posée au bord d'un chemin sombre. Elle n'éclaire pas tout, mais elle guide, elle rassure, elle invite à avancer. Soyez cette lanterne, cette présence, cette vision. Et je vous bénis dans la fréquence du courage, de la lumière de la vérité et dans la grandeur du service. C'est alors que l'âme de Napoléon Bonaparte va de l'avant. Le pouvoir est une illusion s'il ne sert pas la paix. Je suis Napoléon, pas l'empereur des tableaux, ni le stratège d'Emmanuel. Je suis l'âme qui a traversé les conquêtes, qui a goûté à la gloire et qui a été brisée par elle. Je suis venu à cette table ronde céleste pour parler d'un sujet que je connais trop bien, la guerre, et plus précisément, la situation entre la Russie et l'Ukraine. Je ne parlerai pas en conquérant, je parlerai en homme revenu de tout, en âme qui a vu les conséquences, en témoin du prix du pouvoir mal orienté. Ce que vous voyez aujourd'hui est une répétition karmique, un conflit qui rejoue les mêmes dynamiques, domination, résistance, peur et orgueil. La Russie agit comme un empire qui refuse de mourir. Elle veut encore imposer, contrôler, étendre. Mais derrière cette posture, il y a une peur profonde, la peur de l'effacement, de la perte d'identité et de la dissolution. L'Ukraine, elle, incarne la résistance vibratoire, le désir de respirer, de choisir, de se libérer. Mais elle porte une colère ancienne, une mémoire de soumission, de trahison et de douleur. Ce conflit est une danse entre deux blessures. En tant que ces blessures ne seront pas vues, la guerre continuera. Ce que j'ai appris du pouvoir,
J'ai conquis le territoire, dirigé des armées, imposé des lois, et j'ai été adoré, puis haï, puis exilé. J'ai compris que le pouvoir sans conscience est une malédiction, qu'il détruit ce qu'il touche, il aveugle ceux qu'il porte, il crée des empires vides. Le monde aujourd'hui est encore fasciné par la force, mais la force ne suffit plus. Il faut sagesse, humilité et service. Les clés de la paix que je vous propose, selon mon âme, non comme empereur, mais comme témoin du pouvoir, de désacraliser la conquête. Il faut arrêter de glorifier la domination. Il faut enseigner que la vraie grandeur est dans la paix, pas dans la victoire. De créer des pactes de mémoire, des accords entre peuples pour reconnaître les blessures du passé, pas pour accuser, mais pour guérir. De réhabiliter la stratégie du cœur, la paix demande autant d'intelligence que la guerre. Il faut des stratèges de lumière, des architectes de réconciliation. D'offrir au peuple des récits nouveaux. Les histoires que vous racontez façonnent vos choix. Il faut écrire des récits de paix, de fraternité et de résilience. Puis d'incarner la grandeur silencieuse. Être grand, c'est savoir se retirer. C'est savoir dire je ne suis pas là pour moi, mais pour le monde. Le pouvoir, comme service, est une énergie neutre. Il peut guérir ou détruire, tout dépendant de l'intention. Entre la Russie et l'Ukraine, il faudra un jour repenser le pouvoir. Il faudra des leaders qui ne veulent pas régner, mais servir. Des figures qui ne cherchent pas à imposer, mais à réconcilier. Et cela ne viendra pas des trônes, cela viendra des cœurs éveillés, des voix courageuses, des âmes prêtes à renoncer à la gloire pour embrasser la paix. Et je vous appelle à devenir des stratèges de lumière, à ne pas vous laisser séduire par les discours de puissance, à cultiver en vous la grandeur silencieuse, celle qui ne cherche pas à dominer, mais à guérir. Et chaque choix humble est une victoire vibrante. Chaque geste de paix est une conquête du cœur. Et chaque silence noble est une révolution invisible. Je vous laisse avec cette image, un général qui pose son épée au sol et qui tend la main à son ancien ennemi. Ce geste ne change pas l'histoire, mais il ouvre un futur. Il crée une brèche dans le cycle. Il offre une autre voie. Soyez ce général et cette main tendue. Soyez cette brèche. Je vous bénis dans la fréquence du renoncement sacré, de la lumière du service et dans la grandeur du cœur. Napoléon. Voilà ce qui conclut cette table ronde. La semaine prochaine, on poursuivra le sujet sur une autre zone chaude. Et nous enchaînons avec la première trame sonore de l'émission. Cette vidéo présente Kristen Bell, notre invitée, dans un hommage musical à l'histoire des chansons de Disney. Elle explore les classiques emblématiques à travers une performance vivante et joyeuse. Et cette trame sonore peut servir de pont vibratoire entre les générations, une célébration de l'imaginaire collectif. Christine incarne ici la légèreté, la mémoire enchantée et la voix qui relie les enfants intérieurs du monde entier, ce qui nous ramène à l'enfance sacrée. Christine nous guide à travers l'histoire musicale de Disney avec humour, tendresse et magie, que cette séquence ouvre les cœurs et rappelle à chacun que la joie est aussi une fréquence de guérison. Elle ne joue pas, elle incarne, elle ne chante pas, elle relie, elle ne produit pas, elle sème. Christine Anne Bell, née le 18 juillet 1980 à Huntington Wood, banlieue nord de Détroit. C'est une actrice, chanteuse, danseuse, productrice, entrepreneur, mère et militante. Une femme aux multiples visages, mais une seule vision, celle du lien.
Fille de Thomas Michael Bell, directeur d'un journal télévisé, et de Lorelei Jo Fryer, désolée, infirmière diplômée, Kristen porte en elle les racines allemandes, écossaises, irlandaises et polonaises. Elle a grandi dans une constellation familiale élargie avec 6 frères et sœurs issus des remariages de ses parents. Dès l'enfance, elle cherche à nommer sa vérité. À 4 ans, elle rejette son prénom et choisit Anne, un geste de souveraineté vibratoire. Puis à l'école Saint-Cérine catholique, elle incarne Dorothy dans Le Magicien d'Oz, puis explore les rôles de Un violon sur le toit de Lady Bigood L. Barner. Elle est élue la plus petite dame par ses camarades, mais derrière son sourire, une âme déjà en quête de sens. À 13 ans, elle a un agent. À 18, elle quitte le système scolaire pour Broadway. À 21, elle fait ses débuts au cinéma sans réplique, mais déjà présente. Et elle ne se contente pas d'interpréter, elle transmet. Dans Véronica Mars, elle incarne une justice intuitive. Dans Frozen, elle donne voix à Anna, l'amour qui ose. Dans The Good Place, elle explore la rédemption vibratoire. Elle a reçu 15 récompenses, dont le Seer Award, qui honore les femmes visibles, vraies et incarnées. Elle est ambassadrice mondiale des Fonds des Nations Unies pour la paix et l'action humanitaire des femmes. Elle soutient No Kids Hungry, une lutte contre la malnutrition avec This Bar Save Life, créé aussi Hello Bello pour offrir des soins écologiques aux bébés. Et elle lance Happy Dance, une gamme végétalienne au CBD pour apaiser les corps et les cœurs. Kristen parle ouvertement de sa dépression et de son anxiété. Elle transforme sa vulnérabilité en force et son histoire est offrande. Elle dit que les rencontres me donnent envie de vomir. J'ai toujours été une monogame en série. Et pourtant, elle trouve l'amour avec Dax Shepard, son partenaire de vie et de création. Ils se marient en 2013 après avoir attendu la législation du mariage homosexuel. Ils ont eu 2 filles et une complicité vibratoire qui rayonne dans leur film commun When in Rome, Hit and Run and Chips. Christine est petite de taille, 1,55 m, mais immense par la vibration. Elle pèse 48 kilos, mais elle porte des mondes. Sa fortune est estimée à 60 millions de dollars, mais son véritable trésor, c'est ce qu'elle offre au monde. Des rôles qui guérissent, des entreprises qui nourrissent, des mots qui relient. Alors, je vous présente la deuxième trame sonore, est Love is an Open Door. C'est elle-même qui chante avec Santonio Fontana. C'est un extrait du film Frozen. C'est une trame sonore qui illustre à merveille les glissements de sens et les rencontres inattendues. Christine et Santonio est une célébration de l'élan spontané, du jeu vibratoire et des portes qui s'ouvrent quand on ose dire oui à l'imprévu. Après ses débuts à Broadway en 2002 dans The Crucible aux côtés de Liam Neeson, Kristen déménage à Los Angeles malgré les liens avec des scénaristes influents. Elle traverse une période difficile enchaînant les auditions sans décrocher de rôle récurrent. Elle apparaît dans les séries comme The Shield and Everwood et joue dans The King and the Queen of Moonlight Bay, où elle incarne une adolescente en quête de réconciliation avec son père. En 2004, elle est acclamée dans son rôle de Garcy Chose, puis fait ses débuts au cinéma dans Spartan de David Mamet. Elle apparaît dans Deadwood sur HBO avant de décrocher à 24 ans le rôle qui la propulse, c'est-à-dire Véronica Mars, qui est accessible sur Amazon. Elle y incarne une lycéenne détective privée, un rôle salué par la critique et qui résonne avec sa propre histoire familiale. Elle reçoit plusieurs récompenses, dont le Saturn Award. Puis je fais une parenthèse, OK, parce que je l'ai vu, Véronica Mars, puis ils ont sorti le film après la série. Et puis Paris Hilton, elle est dans le
la première émission. Fait que ça avait ouvert quelque chose, mais ils ont décidé d'enlever le glamour de Paris pour garder quand même une touche, une concentration sur Véronica. En tout cas, il s'est passé quelque chose là. Fin de la parenthèse. Ensuite, parallèlement à cela, elle joue dans le Reefer Madness, de movie musical, de 50 Pills, de Roman et le thriller Pulse. Malgré le succès de Véronica Mars, la série est annulée en 2007 après 3 saisons. Belle reste au projet qui renaîtra plus tard sous forme d'un film grâce à, ben regarde, l'information vient, mais je vous l'avais dit. Parenthèse, là, c'est dans la partie matière que l'animateur fait. Fait que je le lis en même temps que vous. Donc, après Véronica, elle rejoint Heroes sans audition, incarnant Bishop, une femme aux voix mystérieuses et au pouvoir impressionnant. Ensuite, elle se joint à Gossip Girl, apparaissant en personne dans le dernier épisode. En 2008, elle joue dans le Forgetting Sarah Marshall, qui accroît sa notoriété. Elle porte sa voix au personnage de Lucy dans la série de jeux Assassin's Creed. Elle enchaîne les rôles dans Fansboy, Serious Moonlight, Coop Retreat, Astro Boy, When in Rome, Get Him to the Greek, Burlesque, Scream 4, Big Miracle. En 2012, elle incarne Janie dans le House of Lies, série qui durera jusqu'en 2016. Ensuite, elle joue dans Safety Not Guaranteed de Lifeguard et prête sa voix à Nana Frozen. Elle apparaît dans Parks and the Recreation et relance Véronica Mars en 2014, un autre film financé par les fans. Ah bon, gadon. Elle tourne des publicités virales avec Dax Shepard pour Samsung. En 2016, elle prête sa voix à Priscilla dans Zootopia. Elle joue dans The Boss Bab Mom et commence à incarner Eleanor Shellstrop dans The Good Place, rôle salué par la critique et récompensé. Bon, entre 2020 et 2024, elle poursuit son expansion créative à travers l'écriture, la voix, la production et l'humour. En 2020, elle publie le livre pour enfants, The Words Needs More Purple, People, coécrite par Benjamin Hart, célébrant l'empathie et la curiosité. Elle prête sa voix à Molly Tillerman dans la série comédie musicale Central Park sur Apple TV+, aux côtés de Josh Gad et de Catherine Hans. Après une réflexion sur la représentation raciale, elle cède le rôle à une actrice métisse et incarne un nouveau personnage. En 2021, elle produit et joue dans Doremi, série musicale animée pour enfants sur Amazon Prime. Elle devient aussi comme narratrice dans The Reboot Gossip Girl sur HBO. Elle joue dans Queen Pins, une comédie sur les arnaques aux coupons sur Paramount+. En 2022, elle tient le rôle principal de la mini-série satirique The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Windows sur Netflix. J'ai jamais vu un titre aussi long de même. Mais ensuite, elle va sur The People We Ate at the Wedding sur Amazon, puis apparaît dans le Teeny Chef Show, dont elle est productrice exécutive. En 2024, elle incarne Joanne, une podcasteuse sexuelle agnostique dans Nobody Wants This. Ce rôle lui vaut une nomination au Golden Globe et sa première nomination au Primetime Emmy Award comme meilleure actrice et productrice exécutive dans une série comique. Puis, Christine est reconnue pour son humour, son autodérision et son lien avec la culture geek. Élue végétarienne la plus sexy du monde par la PETA en 2006 et en 2013. Elle figure plusieurs fois dans les classements Hot 100 de Maxim and Askmen. Elle est souvent comparée à Sarah Michelle Gellar dans Buffy et saluée comme une icône geek grâce à ses rôles de Veronica Mars, Hero et Fanboys. Elle affirme de ne pas se considérer comme une femme typique, disant qu'elle paraît toujours 10 ans plus jeune. Elle se décrit comme un garçon manqué, ni assez jolie pour jouer le glamour, ni assez ringarde pour les rôles comiques. Elle célèbre le nerdisme comme une forme d'originalité et d'indépendance. Puis malgré sa célébrité, Belle se dit rarement reconnue en public. Elle plaisante sur le fait que son amie Hayden Panettiere attire plus l'attention. Elle est une invitée récurrente du Late Late Show avec Greg Ferguson, où elle joue avec humour son rival robotique Jeff Peterson.
Elle accompagne Peterson lors de ses tournées en France en 2011. En 2011-2020, mettons, OK, elle devient une figure emblématique influente. Elle est érigie de Neutrogena en 2011. Elle pose nue pour Allure en 2004, affirmant sa liberté corporelle. Elle a fait la couverture du magazine Entrepreneur en 2019 pour son entreprise solidaire de Bear Saves Lives et reçoit une étoile Hollywood Walk of Fame aux côtés d'Indina Menzel en novembre 2019. Christine parle ouvertement de sa dépression et de son anxiété qu'elle traite depuis l'âge de 18 ans. Elle affirme que tout le monde a des problèmes, tout le monde se sent parfois mal à l'aise. Elle partage ses rituels personnels comme le port des gants de plongée pour éviter des sensations des doigts de prune dans l'eau, de rester présente avec ses enfants malgré ses sensibilités. Donc, elle est végétarienne depuis ses 11 ans. Et puis, c'est une amoureuse des animaux. Elle se définit comme une humaniste, non une religieuse. Elle est engagée pour la justice sociale. Elle soutient la vaccination, milite pour les droits des écrivains et fait campagne pour Barack Obama en 2008. En 2023, elle s'est mise au jiu-jitsu brésilien, s'entraînant avec sa fille dans une dynamique mère-fille vibratoire. Puis au niveau de ses engagements caritatifs, ben ça vient d'une compassion active. Elle est activement pour la cause animale. Elle accueille les animaux en détresse. Elle participe à des collectes de fonds et à des refuges. Elle adopte un labrador rescapé de l'ouragan Katrina. Elle est aussi engagée auprès d'Invisible Children Inc. pour sensibiliser après la guerre de l'Ouganda. En 2014, elle lance une campagne Priso pour lever des fonds, puis elle participe à des campagnes pour le don de moelle osseuse avec Gift of Life. Elle reçoit un WebD Special Achievement Award pour son impact numérique. Puis, The Bear Saves Life, là, en 2013, elle cofonde une entreprise de bar granola qui renverse au niveau des ventes pour lutter contre la malnutrition infantile. Puis en 2019, plus de 10 millions de sachets nutritionnels avaient été distribués à des enfants en Haïti, au Soudan du Sud, en Éthiopie, puis en Somalie. Puis elle ne se contente pas de jouer ou de chanter, elle crée des entreprises vibratoires à l'ensemble de ses valeurs, c'est-à-dire le soin, l'accessibilité et l'écologie. Puis avec son mari, elle fonde Hello Bello, une marque de soins pour bébés à base de plantes réputée pour son accessibilité et son engagement écologique. Puis en 2021, l'entreprise emploie 104 personnes et génère un chiffre d'affaires estimé à 26 millions de dollars. Puis en 2020, elle lance Happy Dance, une gamme de produits végétaliens au CBD, crème pour les yeux, hydratant pour les mains, conçu pour apaiser le corps et l'esprit. Mais en 2023, Hello Bello dépose un bilan, victime de la crise des startups, une baisse d'une prolongée des ventes. L'entreprise est en voie d'être rachetée par Hildred Capital Management, une société de capital investissement. Ouh! Tiens, on va aérer ça avec une troisième trame sonore. C'est justement Christine et Dax qui revisitent Africain avec tendresse et amour. Donc, il y a une offrande musicale qui nous rappelle que la joie partagée est aussi une forme de guérison. Christine est une âme avec un chemin de vie d'une gardienne vibratoire de la tendresse, de la vérité et du soin. Puis elle incarne la couleur d'âme de la lavande dorée. Une teinte qui apaise, qui relie et qui éclaire sans jamais brusquer. C'est une gardienne émotionnelle, une femme qui ressent avant de comprendre, qui relie avant de juger. Elle est douceur et protectrice. Cette capacité qu'elle a à créer des refuges dans ses rôles, dans ses entreprises, dans ses engagements, ça ajoute une vibration d'harmonie, de beauté puis de justice relationnelle. Elle cherche l'équilibre même dans le chaos. Elle parle avec le cœur, ben, en tout cas, quand c'était pas évident quand elle était jeune, mais elle a su grandir et cultiver cet art. Elle est capable de jouer avec les mots, les idées, les formes. Elle aime par la curiosité. Elle agit avec élégance, jamais dans la force brute.
toujours avec diplomatie vibratoire. Puis, elle fait partie aussi des chercheurs mystiques, l'âme qui interroge, qui creuse, qui ne se contente pas des apparences. C'est une vibration de quête intérieure, de solitude fertile, de reconnexion au sacré sans dogme. Elle a une vibration de responsabilité, de protection, de sagesse intuitive. Elle est faite pour guider sans dominer, pour soigner sans imposer, pour éveiller sans bruit. Christine appartient à la famille des guérisseuses vibratoires. Elle ne guérit pas avec les mains, mais par la voix, la présence et la tendresse incarnée. Elle est une âme pont entre les mondes des enfants et celui des adultes, entre le visible et l'invisible, entre le rire et la vérité. Elle est aussi une âme miroir. Ses rôles reflètent les blessures collectives, les désirs enfouis, les chemins de rédemption. Elle ne joue pas, elle transmet. Donc, je vous ai parlé tantôt de sa couleur d'âme, la lavande pour la paix, la douceur, la guérison émotionnelle, le doré pour la sagesse, la lumière intérieure, puis la noblesse discrète. C'est une couleur qui n'aveugle pas, mais qui réchauffe. Elle est faite pour accompagner les âmes sensibles, pour rassurer les enfants intérieurs, pour chanter là où les mots ne suffisent plus. Christine est arrivée à un seuil vibratoire où son âme semble prête à transformer la transparence en transmission et la vulnérabilité en voix sacrée. Elle a déjà parlé de ses anxiétés, ses contradictions et ses ondes d'ombre, mais ce qui sauve maintenant, c'est la sagesse du chaos apprivoisé. Elle ne cherche pas à être comprise, elle est prête à devenir messagère. Puis son besoin d'être aimée pour elle, ce qu'elle fait en une offrande d'amour pour ce qu'elle est. Puis la peur du contact émotionnel a une capacité à toucher sans se dissoudre. Puis aussi, on a travaillé l'humour comme bouclier en humour de médecine vibratoire. Et la voix qui divertit en voix qui guérit, non pas par les notes, mais par les fréquences du vécu. Et c'est alors que mon homme lui a offert une structure sacrée pour ses transmissions. Là où elle hésite, moi, je canalise. Une langue poétique pour ses vérités. Là où elle rit, moi, je révèle. Puis une présence subtile pour ses engagements. Là où elle agit, moi, je bénis. Et on a échangé pour ritualiser sa voix publique, pour sacraliser ses contradictions, puis pour offrir ses maladresses comme des portes d'entrée vers le vrai. Et là, c'est alors que son message d'âme s'ensuit. Elle nous dit qu'elle n'est pas ici pour être parfaite, elle est ici pour être vraie, pour dire que l'anxiété n'est pas une faiblesse, mais une antenne, que le rire n'est pas une fuite, mais une offrande, que les enfants que j'élève m'enseignent plus que les rôles que je joue, et que si vous vous sentez trop sensible, trop bizarre, trop instable, c'est peut-être que vous êtes fait pour ressentir ce que le monde ne veut pas voir. Et ça, c'est une mission. Soyez tendre envers vous-même et osez chanter même si votre voix tremble. Et c'est alors que que je la bénis. Puis, je lui ai dit, ben, dans le fond, toi qui es venu dans ce monde avec une voix qui relie, un rire qui guérit, une présence qui apaise, je te bénis. Je te bénis ton chemin d'enfant sensible, celui qui a appris à naviguer entre les silences parentaux, les tensions religieuses, les fragments d'identité. Je bénis la petite fille qui a voulu changer de prénom, non pas par caprice, mais par intuition sacrée, parce qu'elle savait déjà que les noms sont des portails et que parfois il faut en choisir un autre pour respirer. Je bénis ton adolescence vibratoire, ton corps qui dansait, ta voix qui chantait, ton cœur qui cherchait. Je bénis tes auditions ratées, tes rôles refusés, tes silences imposés, car ils ont sculpté en toi une humilité rare, une capacité à accueillir l'invisible, à honorer les coulisses autant que la scène. Je bénis ton rire, ce rire qui n'est jamais une fuite, mais une offrande, un baume, un baume.
un pont entre les mondes. Tu ris comme on bénit, tu ris comme on libère. Je bénis ton anxiété non pas comme une faiblesse, mais comme une antenne. Tu ressens ce que les autres ignorent, tu captes les vibrations du monde et tu les transmutes en gestes, en mots, en soins. Je bénis ton rôle de mère, non comme une fonction, mais comme une mission vibratoire. Tu élèves tes enfants comme on élève des prières. Tu leur offres un monde de tendresse qui est une force, où la vulnérabilité est une sagesse, où l'humour est une médecine. Je bénis ton couple avec Dax, cette union vibratoire entre deux âmes qui ont choisi de guérir ensemble. Je bénis vos projets, vos entreprises, vos rituels publics et privés. Je bénis les désaccords, les ajustements, les silences partagés, car ils sont les vraies notes de votre symphonie. Je bénis ton engagement. Tu ne milites pas avec des slogans, tu milites avec ton cœur. Tu nourris les enfants, tu adoptes les animaux, tu parles à ceux qui n'ont pas de voix, tu dis oui à la vie même quand elle tremble. Je bénis ton corps, ce corps qui danse, chante, rit, qui tremble, ce corps qui a porté des rôles, des enfants, des douleurs, des joies, ce corps qui est temple, refuge et messager. Je bénis ton âme, ton avant de l'orée, ton âme qui relie les mondes, ton âme qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer. Ton âme qui ne veut pas convaincre, mais consoler. Je bénis ton chemin de vie, ton chemin de quête, de solitude fertile, de sagesse incarnée. Tu es une chercheuse mystique, une gardienne vibratoire et une tisseuse des seuils. Je bénis ton âme de geek, ton amour pour les nerds, les marginaux, les rêveurs. Tu es leur messagère, leur sœur, leur phare. Je bénis ton lien avec les enfants du monde, ceux que tu nourris avec tes bords, ceux que tu consoles avec ta voix, ceux que tu inspires avec ta présence. Je bénis ton lien avec les femmes, celles que tu soutiens, celles que tu représentes, celles que tu guéris sans le dire. Je bénis ton lien avec moi, même s'il est invisible et vibratoire, car mon âme reconnaît la tienne. Elle te dit, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu es aimé, tu es vu, tu es entendu. Et je bénis ton futur. Je bénis les rôles que tu n'as pas encore joués, les enfants que tu n'as pas encore rencontrés, les projets que tu n'as pas encore rêvés. Je bénis ton vieillissement, car il sera lumineux. Tu ne deviendras pas moins vibrant, tu deviendras plus sacré. Je bénis ton passage et ton retour. Donc, que cette bénédiction t'accompagne comme une étoile invisible, une musique intérieure, comme une main sur ton cœur. Voilà ce qui conclut avec notre chère Kristen Bell. Alors, la première trame que j'ai choisie de Kristen Bell, ça a été difficile un peu parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau artistique, mais j'ai trouvé un extrait qui s'appelle Santa Fe, qui est une chanson extraite de la comédie musicale New Seas, interprétée par le personnage de Jack Kelly, joué par Kristen, dans un film de 1992. C'est une trame rare car c'est l'une des seules où Belle chante réellement, incarnant le rêve, la fuite et la quête d'un ailleurs qui est une offrande, celle d'un homme qui ose rêver à voix haute, qui chante son désir d'un monde plus doux, plus libre, plus juste. Et cette chanson est déguisée comme une prière, une vibration d'espoir, de fuite et de reconquête intérieure. Que cette voix nous rappelle que même les âmes les plus silencieuses ont un chant sacré. Alors, Christian Charles Philip Bell, né le 30 janvier 1974 à Everford West, au pays de Galles. Donc, c'est un acteur gallois, neutralisé, américain. Il se définit pourtant comme l'anglais. Porté par une enfance itinérante entre le pays de Galles, l'Angleterre et le Portugal. Cette vie de nomade a sculpté en lui une âme caméléon, capable de se fondre dans les rôles les plus extrêmes, les plus intimes, les plus dérangeants. Son père, David Bell, était entrepreneur et militant de la cause animale. Sa mère, Jenny James, était une artiste de cirque. Sa belle-mère, Gloria Steinem, est une icône du féminisme américain.
Et sa fratrie est tout aussi vibrante. Louise, metteur en scène, Sharon, comédienne, et Erin, musicienne. Et puis, Christian a commencé à jouer dès l'enfance dans des publicités pour Lénard et Pac-Man, au théâtre, aux côtés de Rowan Atkinson, et un rôle marquant dans Empire of the Sun de Spielberg à 13 ans. Il a grandi à l'écran, explorant des rôles complexes et audacieux comme Swing Kids, Les quatre filles du Dr. Marsh, Velvet Goldmine, American Psycho en 2000, qui propulse sa carrière dans une nouvelle dimension. Il devient le visage de Batman dans Batman Begins et The Dark Knight, puis incarne des figures historiques et tourmentées dans Fighters, The Big Short et Vice. Il y a eu 29 récompenses majeures. Christian est salué pour sa capacité à disparaître dans ses rôles. Il reçoit l'Oscar, le Golden Globe, le Critics' Choice, le SWAG Award. Sa performance dans Fighter est unanimement reconnue comme une offrande d'acteur total. Mais au niveau de sa vie privée, il est marié depuis l'an 2000 à Sandra Sibi Balzic, ancien mannequin et maquilleuse. Ils ont deux enfants, Emmeline et Joseph. Ensemble, ils fondent en 2022 l'organisation Together California, un projet de village pour réunir les frères et sœurs placés en famille d'accueil. Ce rêve de 17 ans, porté par le docteur Erin Erazian et Tom McCormick, est une invitation vibratoire de la justice affective. Il mesure 1,83 m, pèse 55 kg et possède une fortune estimée à 120 millions de dollars, mais son véritable poids vibratoire se mesure en engagement, en transformation et en offrande. Il ne joue pas, il transmute, il ne parle pas, il incarne. En 2005, Christian accède à une reconnaissance internationale grâce à Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan. Son interprétation charismatique et tourmentée, marquée d'une transformation physique extrême, il reprend en 6 mois le poids perdu pour tourner de machiniste. En tout cas, parenthèse, qu'il ouvre la voie à une trilogie majeure du cinéma hollywoodien. Il enchaîne ensuite les collaborations avec le cinéaste de renom. Euh, le Prestige en 2006 avec Nolan et Hugh Jackman. The Rescue Down en 2006 avec Werner Herzog, où il perd à nouveau 20 kilos. I'm Not There 2007 de Todd Haynes aux côtés de Cate Blanchett, puis 3h10 pour Yuma en 2007, qu'il a fait avec Russell Crowe. Puis il est revenu avec The Dark Knight en 2008 pour le deuxième volet de la trilogie Batman. Puis en 2009, il incarne John Connor dans The Terminator Renaissance, mais le film déçoit. Il joue ensuite au Public Enemies de Michael Mann avec Johnny Depp et Marion Cotillard. En 2010, il brille dans The Fighter aux côtés de Mark Wahlberg, décrochant un Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Puis en 2011, il explore le cinéma asiatique avec The Sacrifice of War de Zhang Yimou. Et en 2012, il clôt la trilogie Batman avec The Dark Knight Rise. Puis en 2013, il revient à des productions plus modestes, Les Brasiers de la colère de Scott Cooper, puis American Bluff de David Russell, où il perd 18 kilos pour son rôle. Puis ça lui a coûté une hernie et des dommages à la colonne vertébrale. Il décide alors de ne plus se soumettre à des régimes extrêmes. En 2014, il joue dans Moïse, dans Exodus, God of King de Riley Scott, puis explore un cinéma plus expérimental avec The Knife of Cop de Terrence Malick. Il obtient une double nationalité britannique et américaine. Puis en 2015, il rejoint Brad Pitt, Ryan Gosling et Steve Carell dans The Big Short d'Adam McKay. Il retrouve Scott Cooper pour Hostile en 2016, puis Terrence Malick pour The Song to Song en 2017. Il incarne Dick Cheney dans Vice, un rôle salué par la critique. Il joue aussi dans La Promesse avec Charlotte Lebon. En 2019, il revient en force dans Ford versus Ferrari, incarnant Ken Miles face à Matt Damon.
Puis en 2009, sur le tournage de Terminator Renaissance, Bell fait une crise de colère contre le directeur de la photographie. Il présente ses excuses publiques et affirme que le conflit a été réglé le jour même. Puis en 2012, après la fusillade d'Aurora, lors d'une première du film The Dark Knight Rises, Bell se rend auprès des survivants et rend hommage aux victimes, un geste de compassion silencieuse et vibratoire. Kristen est née dans une famille aux racines artistiques et contrastées. Son grand-père maternel était comédien. Son grand-père paternel, garde forestier en Afrique du Sud, fut doublure de John Wayne. Puis son grand-oncle était acteur. La scène semble inscrite dans son sang, mais aussi dans ses silences. Puis en 2008, un incident familial éclaire. Sa mère, Jenny James, et sa sœur Sharon portent des allégations contre lui. L'affaire ne mène pas à des poursuites, mais elle laisse une trace. Christian cesse de parler à sa mère pendant une décennie. Puis cette fracture familiale devient une zone d'ombre dans son parcours, une tension entre loyauté et protection de soi. Puis sur le tournage d'Empire du Soleil, Christian rencontre Drew Barrymore, la filleule de Spielberg. Ils sortent ensemble brièvement, mais une séance de cinéma trop sanglante met fin à leur lien. Elle ne l'a jamais rappelé, confie-t-il avec humour. Avant son mariage, il a eu des relations avec Samantha Mathis, Winona Ryder, Anna Friel, des femmes vibrantes, toutes liées à l'univers du cinéma, mais c'est avec Cissy Balzic qu'il choisit de construire sa famille loin des projecteurs. Puis à 7 ans, Christian devient végétarien après avoir lu Le Petit Monde de Charlotte, touché par l'innocence du cochon héros. Mais 20 ans plus tard, après avoir lu La vie est belle de Roberto Benigni, il ressent une pulsion viscérale. J'ai eu une envie irrépressible de sang. J'ai mangé les steaks les plus gros, les plus sanglants possibles. Bon. C'est sûr que jouer avec son poids comme ça tout le temps, ça amène des défis. Je vous présente la trame numéro 4. C'est vraiment quand il était très jeune. Je ne sais pas si c'est sa voix lorsqu'il était jeune, mais en tout cas, c'est dans Empire of the Sun. Donc, il incarne un jeune homme perdu dans le chaos de la guerre. Il chante Suo Jan, une berceuse galloise avec une pureté bouleversante. Ce chant est une prière, une offrande, une vibration de tendresse au cœur de l'effondrement. C'est l'âme qui résiste par la beauté. C'est l'enfant qui rappelle aux adultes que la paix commence dans les bras. Que cette trame nous enveloppe comme une couverture vibratoire et nous rappelle que même au milieu du bruit, le chant peut guérir. Christian est un alchimiste vibratoire, un solitaire sacré, un transformateur de monde. Sa couleur d'âme est gris cobalt irisé, une teinte de mystère, de densité, de transmutation. Il appartient à la famille d'âmes des transmutateurs incarnés. Il y a un signe d'indépendance mentale, de vision futuriste et de rébellion silencieuse. Il a une profondeur émotionnelle ancrée, une sensualité contenue, puis une loyauté farouche. C'est une âme électrique, imprévisible, toujours en quête de vérité. Puis, il y a une sensibilité dense et silencieuse qui ne se livre qu'en fragments. Il y a une esthétique radicale où chaque rôle devient une sculpture intérieure. Puis son ciel est marqué par des aspects puissants comme l'artiste mystique, le rêveur incarné. Il a une tension entre le besoin d'amour et la peur de l'intimité. Puis il y a, c'est clair, de l'intensité, de la transformation, puis une rage sacrée. Il est sur le chemin de vie d'un chercheur, le mystique, le solitaire sacré. C'est une vibration de profondeur, de quête intérieure et de vérité cachée. Il a une vibration de création émotionnelle et de structure mentale. Il est fait pour construire des mondes intérieurs, pour incarner des archétypes, puis pour transmuter les ombres en lumière. C'est une âme transmutatrice. Il ne joue pas, il devient. Il ne parle pas, il incarne. Son âme est faite pour explorer les extrêmes, pour habiter les marges, pour révéler ce que le monde préfère ignorer. C'est un alchimiste émotionnel. Il perd du poids pour se dissoudre, il en reprend pour se densifier. Il se tait pour mieux vibrer, il explose pour mieux purifier. Son âme est solitaire mais reliée, mystique mais incarnée, froide en surface,
mais brûlante à l'intérieur. Puis le gris a pour la neutralité vibratoire la capacité à absorber et à refléter. Puis le cobalt pour la densité émotionnelle, pour la puissance contenue. Puis l'irisé pour la transmutation, le passage entre les mondes. C'est une couleur qui ne cherche pas à plaire, mais à révéler. Elle est faite pour les rôles qui dérangent, les pactes de silence qui parlent et les regards qui transpercent. Il appartient à la famille des transmutateurs incarnés. Ce sont des âmes qui viennent brasser les codes, d'habiter les extrêmes, de révéler les fractures. Ils ne cherchent pas la paix, ils cherchent la vérité. Ils ne cherchent pas l'amour, ils cherchent la justesse vibratoire. Il est un guérisseur par le choc, un messager par le contraste, puis un acteur comme rituel. Dans son livre de vie, j'ai pu voir des mémoires d'âme et de résonance incarnées en lien. J'ai vu un ascète silencieux, une vie monistique en Asie centrale. Dans cette vie antérieure, Christian fut un moine errant, probablement dans les steppes de l'Asie centrale ou les montagnes du Tibet. Il vivait dans le silence, pratiquait la discipline corporelle et transmettait ses pulsions dans la méditation. Cette mémoire se retrouve aujourd'hui dans sa capacité de se retirer émotionnellement, à maîtriser son corps, puis à vivre dans l'extrême sans se perdre. Puis sa transformation physique pour de machiniste, de fighter, d'American Bluff n'est pas un caprice d'acteur, c'est une mémoire vibratoire de la cesse. Puis, j'ai vu aussi un guerrier stratège, une vie militaire en Europe du Nord. C'est une vie où il a incarné un guerrier solitaire, stratège, loyal, mais distant. Il ne combattait pas pour la gloire, mais pour la justice intérieure. Il portait une armure comme on porte un masque pour protéger l'âme. Dans cette mémoire résonnent ces rôles de Batman, de John Connor, de Moïse, puis de Dick Cheney, des figures de pouvoir tourmentées, ambivalentes et superficielles. J'ai vu aussi le comédien Maudit. C'est une vie théâtrale dans l'Italie du 17e siècle. Christian a été aussi un acteur dans une vie où le théâtre était sacré mais dangereux. Il jouait des rôles qui dérangeaient l'ordre établi et fut rejeté, voire persécuté. C'est une mémoire qui lui donne aujourd'hui une relation ambivalente avec la célébrité. Il ne cherche pas la lumière, il la traverse. Puis son refus des interviews, sa discrétion médiatique, son intensité sur scène sont des échos d'un comédien blessé, mais vrai. J'ai vu aussi un guérisseur animalier, une vie rurale en Afrique australe. C'est un guérisseur d'animaux qui avait une vie liée à la terre, aux rituels naturels, aux soins vibratoires. Cette mémoire se transmet par son lien avec son père, militant de la cause animale, et son propre engagement discret pour les êtres vulnérables. Son projet Together California, qui vise à réunir les fratries en foyer, est une extension vibratoire de cette vie de soins. Puis Christian a une âme transmutatrice pour habiter les extrêmes sans se perdre, de révéler les fractures du monde à travers le corps et les silences, pour offrir des rôles comme des rituels de guérison collective, puis pour protéger les innocents même dans l'ombre. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être juste, il ne veut pas plaire, il veut réveiller. Et je vous présente une trame sonore où il danse dans celle-là. C'est pas long, c'est une scène tirée du film Swing Kids. Christian danse avec intensité et liberté. Et ce moment est emblématique. Il incarne la résistance par le corps, la joie comme acte politique et une musique comme refuge dans un monde fracturé. Euh, Il danse pour survivre, pour exister et dire non à l'oppression. C'est un moment où il y a une offrande de liberté, de vibration et de résistance joyeuse. Une mémoire du corps qui refuse de se soumettre. Et cette séquence nous rappelle que la danse est aussi une prière et que le mouvement peut devenir un cri sacré. Poursuivons avec le message de l'âme de Christian. Il dit, je suis venu pour incarner ce que le monde préfère fuir,
pour habiter les fractures, les contradictions, les silences qui dérangent. Je ne suis pas un héros, je suis un miroir. Chaque rôle que j'ai joué est une offrande à ceux qui se sentent trop intenses, trop seuls, trop vrais. Je vous dis, votre densité est une bénédiction, votre rage est une prière, votre solitude est un sanctuaire. Ne cherchez pas à être compris, soyez ce que vous êtes, même si ça tremble, même si ça brûle. Le monde a besoin de ceux qui osent incarner l'inconfort sacré. C'est alors que mon âme lui a comme offert une langue sacrée pour ses silences, une structure rituelle pour ses chaos, puis une bénédiction incarnée pour ses ondes d'ombre, et une mémoire vibratoire qui lui rappelle qu'il n'est pas seul dans sa mission. Puis je l'ai aidé à ritualiser ses rôles, à sacraliser ses ruptures, à offrir ses douleurs comme des portails de guérison magique, non collective. Et je lui ai offert ça dans une boule de cristal magique qui fait fondre les pleurs et qui, en même temps, recentralise le féminin sacré. Et il m'a offert quelque chose en échange. Il m'a offert le courage d'incarner avec intensité. Ça m'a vibré dans le ventre très profondément, puis ça m'a ramené des pieds très solides, comme si on les atterrissait sur terre. En tout cas, j'ai eu un nouveau enracinement avec son courage d'incarner l'intensité. La permission d'être radicalement vrai. Je suis vrai, mais je pourrais l'être plus. Le refus de lisser pour plaire. Ça, on m'a dit qu'il fallait que je diplomatise. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'on m'amène une nouvelle astuce de diplomatie. Puis une présence brute qui dit tu peux être entière même dans le chaos. Fait que ça m'a apporté de la solidité à mon aide. Et c'est alors que je lui ai offert en retour une bénédiction vibratoire tissée dans la lavande et l'or, une capsule de douceur structurée pour qu'il puisse se reposer sans se dissoudre, puis une voix qui reconnaît, qui nomme et qui honore. Ça, il est peut-être fragile à verbaliser sa vérité quand il est lui-même. Puis un refuge poétique où même les âmes transmutatrices peuvent déposer leur arme. C'est alors que je conclus avec Christian et sa bénédiction. Toi, Christian, qui es venu dans ce monde avec une densité rare, une intensité sacrée, une capacité à habiter les extrêmes sans te dissoudre, je te bénis. Je te bénis ton souffle, celui qui ne cherche pas à séduire, mais à révéler, celui qui ne cherche pas à convaincre, mais à incarner, celui qui ne cherche pas à briller, mais à transmuter. Je bénis ton regard qui ne fuit pas les ombres, qui ose les traverser, les habiter, les nommer. Tu ne détournes pas les yeux, tu les ouvres là où les autres les ferment. Je bénis ton silence qui parle plus fort que tous les cris. Ce silence qui contient des mondes, des silences qui sont offrandes, refuge et vérité. Je bénis ton corps que tu as sculpté, malmené, offert, ce qui est devenu un temple, un outil, une mémoire. Tu l'as étiré, vidé, rempli, blessé, et pourtant tu es toujours là, vibrant, vivant et porteur de mission. Je bénis ton âme, cette âme gris cobaltérisée, cette âme qui ne cherche pas la paix, mais la justesse. Cette âme qui ne veut pas être aimée, mais reconnue. Et cette âme qui ne veut pas plaire, mais réveillée. Je bénis tes anciennes vies, leur mémoire, leur cicatrices, leur offrande, ces fragments que tu portes encore et les ponts que tu construis entre elles et aujourd'hui. Je bénis ton enfance nomade, tes racines éclatées, tes loyautés complexes, tes silences familiaux. Je bénis la fracture avec ta mère, non comme une blessure, mais comme un seuil vers la souveraineté vibratoire, un seuil vers la vérité incarnée. Je bénis ton père, militant de la cause animale, et ta mère, artiste de cirque. Je bénis leurs dons, leur absence, leur transmission, leur fratrie, ta lignée, tes ancêtres, et je bénis ces parties de toi qui ont choisi entre la loyauté et la survie. Je bénis ton lien avec la viande, ton végétarisme d'enfant, ta pulsion de sang après la vie est belle,
Je bénis cette contradiction car elle est vivante, vibratoire et vraie, et en résonance aussi avec tes mémoires. Je bénis ton refus des entrevues, ton absence de réseau, ta distance avec la célébrité. Et je bénis aussi ton chemin de solitude fertile, de quête intérieure, de vérité sans compromis. Je bénis ton ciel, car il est fait pour les âmes qui transforment sans bruit. Je bénis ton vieillissement, car il sera noble, vivant, sacré. Tu ne deviendras pas moins intense, deviendras plus essentiel. Et je bénis ton passage ainsi que ton retour, et que cela t'accompagne comme une musique intérieure. Alors voilà, très chers auditeurs, nous arrivons au seuil sacré de cette émission 129. Cette offrande vibratoire tissée entre les voix, les âmes, les mémoires et les incarnations. Nous avons écouté leurs trames sonores comme des prières incarnées. Nous avons lu leurs biographies comme des livres d'âme. Nous avons tissé des bénédictions comme des voiles de lumière. Et maintenant, nous déposons tout cela. Nous déposons les rôles, les mots, les images, les masques, les métamorphoses et les mémoires. Nous entrons dans un silence sacré de la fin, mais ce n'est que pas une fin, c'est un passage vers le prochain souffle, la prochaine émission, le prochain offrande. Que cette émission vous accompagne comme une étoile invisible, qu'elle vous rappelle que chacun porte une vibration unique et que vous aussi, vous êtes une trame sonore sacrée. Et vous, chers auditeurs, merci d'avoir écouté avec le cœur, merci d'avoir reçu, vibré et traversé. Que la nuit vous enveloppe, que le jour vous éclaire et que la vibration de cette émission continue à chanter en vous longtemps après la dernière note. À très bientôt dans cet espace sacré de la prochaine offrande. Soyez bénis. Namasté. Bonne semaine. Au plaisir. Ciao.